Chercheur en sciences politiques associé à l'ULB et auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste, aux éditions La Pointe de Pandore. Vous êtes en direct de Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ces attaques de Charlie Hebdo ont inauguré une période émaillée par des attaques djihadistes, non seulement en France, mais partout dans le monde, comme vient de le rappeler d'ailleurs la tuerie de la Saint-Sylvestre à Istanbul. On avait Al-Qaïda, s'est ajouté le groupe État islamique. La menace terroriste est-elle devenue mondiale ? Je crois qu'effectivement, on a largement dépassé le cadre de ce que dans notre ouvrage, on a appelé la diagonale. On est aujourd'hui évidemment dans une spirale. J'aurais tendance peut-être à même parler de spirale infernale, tout simplement parce qu'on sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas aujourd'hui jusqu'où cette tentacule de menace va s'étendre. Et aujourd'hui, on voit bien que toutes les villes occidentales ou presque peuvent être potentiellement touchées. En tout cas, les menaces sont très importantes. On est loin de certains attentats épisodiques qui remontent bien évidemment aux États-Unis et à New York et qui ensuite ont touché durement les villes de Madrid et de Londres. On voit qu'aujourd'hui, chaque jour, on peut assister à un attentat en Europe, mais qui, même s'ils sont très importants, ne représentent, je dirais, pas grand-chose au regard de ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, car il faut le rappeler, les pays arabes sont les premiers, les pays musulmans sont les premiers touchés par l'État islamique. Aujourd'hui, il y a à peu près 7000 morts chaque semaine qui viennent de l'ensemble des groupes djihadistes, dont l'État islamique. Et je dirais que même si le nombre est important, que ce soit à Paris, que ce soit 130 morts, que ce soit à Nice, près de 90 morts, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pays qui soient véritablement à l'abri. Et en tout cas, on voit bien que la lutte sécuritaire, en tout cas la lutte contre la menace terroriste, ne peut plus aujourd'hui uniquement se contenter, je dirais, de menaces, enfin en tout cas de mesures qui seraient uniquement de mettre des militaires ou la police au coin de chaque rue. Il faut un plan bien évidemment beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, qui a été mis en place peut-être un petit peu tardivement, que ce soit par l'Union européenne ou un certain nombre de pays qui ont été touchés plus récemment comme la France, alors que d'autres pays européens, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit au Danemark par exemple, ont mis en place des mesures depuis un certain nombre d'années, notamment en termes de prévention, ce qui me paraît aujourd'hui être l'élément fondamental pour assurer un minimum de sécurité dans nos pays. Alors justement, on reparle de la France, 230 morts en 2 ans. La France reste-t-elle malgré tout une cible privilégiée ? La France aujourd'hui est la première cible pour un certain nombre de raisons. Tout simplement parce que, je dirais, si l'on remonte dans l'histoire géopolitique de cette partie du Moyen-Orient, Daesh, dans son idéologie, ne va jamais évidemment nier les éléments de déconstruction et de reconstruction du Moyen-Orient, nés notamment autour des accords de Sykes-Picot. Et ça, c'est évidemment un symbole extrêmement fort. Ensuite, je dirais que l'intervention et la place que joue la France aujourd'hui dans la coalition contre l'État islamique fait du coup de l'Hexagone une cible évidemment privilégiée. Et je dirais que 2 autres éléments sont fondamentaux. Tout simplement l'importance du nombre de musulmans qu'il y a en France et qui peuvent être aujourd'hui utilisés et instrumentalisés comme une caisse de résonance par l'État islamique pour nous dresser les uns contre les autres, pour augmenter la stigmatisation, pour augmenter la manière dont on va montrer du doigt l'ensemble des musulmans en créant des amalgames. Malheureusement, la montée des extrêmes en France comme en Europe a tendance à jouer cette carte-là. Et je dirais que le dernier élément extrêmement symbolique, c'est évidemment la laïcité en France qui a tendance à être résumée par l'État islamique ou par les groupes islamistes comme tout simplement une loi anti-musulmane, anti-islam et donc largement islamophobe. Alors depuis, il y a eu tout de même l'état d'urgence, il y a eu 3 lois antiterroristes, 2 lois sur le renseignement, un renforcement des moyens, opération Sentinelle, restructuration des forces de sécurité. Est-ce qu'on avance ? Je dirais qu'en tout cas, on ne recule peut-être pas tout à fait sur le pan sécuritaire. Ce que vous dites est très juste. Après, un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le président de la République, notamment lors de la commémoration de l'attentat de Nice. Il faut d'ailleurs, je pense, largement dépasser le cadre des commémorations, des 6 mois, des 1 an, des 2 ans, pour réinscrire notre politique nationale dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux. La question de la garde nationale, la question du renforcement des effectifs, en réalité, ça correspond à une compensation d'une dégradation progressive des effectifs et également de la politique locale qui a été menée depuis un certain nombre d'années, aussi bien du temps de la présidence Sarkozy que de la présidence Hollande. Il y a eu une sorte de
peau de chagrin des effectifs locaux, de la police locale. Donc il faut les renforcer, ces effectifs, vous dites tisser un lien. Il faut d'une part les renforcer, mais je crois qu'il faut après fondamentalement surfinancer et largement financer les organisations de prévention de la radicalisation, qui sont l'élément, à mon avis, fondamental et qui crée le lien entre l'information locale, entre les quartiers, entre les banlieues, entre les villes, là où on a de plus en plus de signalements, avec un nombre de professionnels de plus en plus important, que ce soit des psychologues, des psychanalystes, des éducateurs, puisqu'aujourd'hui la radicalisation touche un grand nombre de secteurs, des associations culturelles aux associations sportives en passant par les écoles, bien évidemment, et je crois qu'il ne suffit pas uniquement d'augmenter des effectifs, je dirais, sécurisants ou militaires, il faut largement renforcer le financement des organisations. N'est-ce pas ce qu'il y a de plus difficile à faire, cette déradicalisation, justement? Pardon, je n'ai pas entendu. N'est-ce pas ce qu'il y a de plus difficile à faire, cette déradicalisation dont vous parlez, Sébastien Boussois? Alors, je ne parlerai pas de la déradicalisation en tant que telle, je parlerai de la prévention et de la sensibilisation à la radicalisation. Aujourd'hui, on a un nombre de professionnels qui sont en première ligne sur le terrain, les éducateurs, qui sont confrontés à une idéologie qu'ils ne comprennent pas parce qu'elle est nouvelle. Ils avaient d'autres éléments de radicalisation. Par exemple, j'interviens régulièrement à Nice avec une organisation qui s'appelle Unimed. Les éducateurs et les travailleurs sociaux nous expliquent que les témoins de Jéhovah, pour eux, c'est aussi une forme de radicalisation. Les organisations européennes qui ont travaillé sur ce terrain depuis des années, y compris les organisations canadiennes, nous parle de prévention de la radicalisation. Également face à l'extrême droite, il y a une forme de jurisprudence et d'expérience qui doit être partagée sur ce terrain-là. La question de la radicalisation est aujourd'hui une question pour laquelle on a du mal à avoir des réponses, mais ce qui est clair, c'est que la formation est évidemment essentielle, puisque l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces questions sont face à un terrain complètement vierge, aussi bien d'un point de vue civil et urbain que d'un point de vue carcéral, puisque aujourd'hui, le plus grand nombre de personnes qui se radicalisent et rapidement se font dans les prisons. Et quand on voit aujourd'hui la situation dans les prisons, en dehors même de ces processus de radicalisation, il y a de quoi être largement inquiet, puisque bon nombre de gardiens qui sont en sous-effectif sont inquiets, disent qu'ils ne peuvent pas avoir contrôle sur l'ensemble des populations, que les phénomènes de transmission presque virale de radicalisation entre les jeunes qui arrivent, entre ceux qui sont déjà là depuis un bout de temps, se font presque de manière épidermique. Et on a même assisté récemment à la radicalisation de quelques gardiens de prison. Donc on est évidemment très inquiet, mais je dirais qu'en tout cas, il faut en permanence former toutes les personnes qui sont directement confrontées à ce sujet-là, leur faire comprendre la question de l'État islamique, leur faire comprendre la question des processus psychologiques et psychanalytiques de radicalisation, leur faire comprendre qu'est-ce que l'islam, leur faire comprendre quelles sont les dérives potentielles de l'islam, mais en tout cas lutter contre les amalgames et contre l'ensemble des clichés qui ont tendance à être véhiculés de manière un petit peu trop rapide, et en tout cas à résumer l'ensemble de la communauté musulmane à ce qui se passerait aujourd'hui, ce qui évidemment est largement loin d'être le cas. Très vite, Sébastien Boussois, le juge Trévidic, qui préface d'ailleurs votre livre, il estime que c'est le retour des djihadistes français partis en Syrie qui est la vraie menace des prochains mois. Qu'en pensez-vous? Et comment faire face à cette menace? Absolument. Absolument, il est très inquiet. Ça concerne la France comme l'ensemble des pays, c'est-à-dire près de 87 pays aujourd'hui 87 nationalités sont présentes dans les combattants étrangers de Daesh, qui représentent presque la moitié de l'ensemble des combattants. Donc ces gens vont revenir face à ce que j'appelle l'affaissement de Daesh, non pas encore l'effondrement, mais l'affaissement. L'ensemble de ce que l'on appelle ces returnees vont évidemment largement inquiéter l'ensemble des pays européens et la France, puisqu'elle a un grand nombre de combattants qui sont partis là-bas, comme la Belgique, où je me trouve, ou comme les pays du sud de la Méditerranée, comme la Tunisie par exemple, qui a un nombre incroyable de djihadistes. C'est une véritable question. Personne ne sait fondamentalement comment y répondre aujourd'hui, si ce n'est mettre ces personnes en centre fermé ou les mettre dans presque des cellules d'isolement dans les prisons. On se pose la question de la déradicalisation de ces personnes-là. On n'est évidemment pas sûr que cela puisse marcher. En tout cas, il est important d'éviter que ces personnes, quand elles rentrent, puissent passer à l'acte ou en tout cas puissent contaminer d'autres personnes sur le territoire qui pourraient peut-être se ressentir, ou en tout cas ressentir une sorte de déclenchement de vocation face à l'échec de ce califat qui promettait pour un certain nombre d'avantages, surtout s'il s'effondre ou disparaît en moins de 5 ans, ce qui est évidemment une courte durée face aux anciens califats dont se revendique Daesh encore aujourd'hui. Merci Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques associé à l'ULB, auteur de France-Belgique, la diagonale terroriste aux éditions La Boîte de Pandore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles.